Bonjour à tous. Alors, entreprendre une analyse critique approfondie de la Constitution française peut paraître au premier abord une tâche un peu rébarbative, aussi bien pour celui qui va entreprendre d'exposer oralement le rapport qui en découle que pour celui qui va consentir de son plein gré à faire l'effort de l'écouter. Donc, je vous en remercie par avance. Ceci étant dit, je me dois d'infirmer cette supposition en précisant d'emblée que, personnellement, je ne considère pas du tout cet exercice d'analyse comme un exercice rébarbatif ou ennuyeux, mais au contraire, comme une aventure passionnante, excitante même, qui, d'un certain point de vue, va nous permettre de mettre le nez dans le cœur du réacteur du vaisseau sociétal qui nous entraîne vers on ne sait où d'ailleurs, et d'y mettre notre nez avec l'objectif avoué de mieux comprendre la nature des soumissions qui nous façonnent et des chaînes qui nous entravent. Car voyez-vous, à mesure que l'homme, disons l'homo sapiens, à mesure que l'homme quittait l'état sauvage qu'il connaissait depuis 300 000 ans, un état où les maladies infectieuses, les épidémies n'existaient pas, un état où l'homme était robuste, intelligent, habile, curieux et savait tout faire, un état où l'homme ne connaissait pas la guerre, ni la famine, ni l'exploitation de l'un par l'autre, ni non plus la coercition par des règles abstraites, par une constitution, par exemple. Un état sauvage, donc, dans lequel la liberté de l'espèce était bornée uniquement par les contraintes posées par notre mère nature, c'était l'âge d'or, en quelque sorte. À mesure, donc, que nous quittions cet âge et que nous entrions dans le néolithique, il y a 10 000 ans, à peine 10 000 ans dirais-je, et que nous commencions à nous constituer en société, c'est-à-dire à nous sédentariser, à nous regrouper dans des espaces réduits et à vivre dans une promiscuité de plus en plus intense, les villes, à abandonner nos pratiques guidées par le cycle naturel, telles la chasse, la pêche et la cueillette, et à remplacer ces pratiques par des pratiques artificielles, comme l'agriculture et comme l'élevage. Pratiques devenues par la suite agriculture et élevage industriel, ou agriculture et élevage chimique, ou encore pétro-agriculture-élevage. Tout un ensemble de pratiques qu'on a alors appelé secteur primaire. Parallèlement à cette vaste entreprise de domestication de notre mère nature, nous, Homo sapiens, nous sommes mis également à inventer d'autres pratiques artificielles comme l'artisanat, devenu ensuite métallurgie et industrie, et qu'on a appelé secteur secondaire. Homo sapiens devenait alors progressivement Homo industrialis. Un peu plus tard, enfin, Homo sapiens devenu Homo industrialis se mit à développer des activités non productives, activités fondées sur les seuls bénéfices des deux premiers secteurs, le secteur primaire et le secteur secondaire. Des activités de service qu'on a alors regroupées sous le terme générique de secteur tertiaire. À mesure que cet Homo sapiens néolithique, c'est-à-dire nous-mêmes, tout en poursuivant notre évolution, à mesure que cet Homo sapiens se trouvait atteint par des maladies infectieuses ou épidémiques, de plus en plus nombreuses, à mesure que ses capacités physiques et sa robustesse déclinaient, que la division du travail imposée par l'organisation sociétale qu'il avait lui-même mise en place, que nous avions nous-mêmes mis en place,
que cette division du travail entraînait une perte du savoir-faire généraliste de chaque individu et une diminution de sa curiosité systématique, prémisse irrémédiable, un recul inéluctable de notre capacité de réflexion. Et finalement, de ce qu'on appelle l'intelligence individuelle de l'espèce, intelligence individuelle, qui peut être définie comme le faisait Thomas Hobbes, comme l'alliance de la connaissance, connaissance qui n'est rien d'autre que la somme du savoir généraliste, et du discernement qui, lui, ne mesure rien d'autre que le niveau de la capacité de réflexion. Alliance de la connaissance et du discernement. Bref, à mesure que toutes ces transformations et toutes ces mutations s'opéraient, durant ce passage historique de l'état sauvage à l'état sociétal, à partir de la période néolithique, c'est-à-dire depuis à peine 12 jours, si on suppose que l'homme moderne existe depuis 1 an, pour situer le rapport dans le temps. Il est alors apparu un besoin nouveau à l'espèce humaine, un besoin qui n'existait pas pour le chasseur-pêcheur-cueilleur, pour l'homme pré-néolithique. Un besoin nouveau, totalement absent des préoccupations d'une espèce qui s'était pourtant installée depuis 300 000 ans dans un mode de vie qui paraissait immuable, dans un mode de vie qui était objectivement durable, mais réellement durable, c'est-à-dire quasiment éternellement durable. Ce nouveau besoin, conjoint avec la sortie de la période néolithique, s'appelle l'édiction de règles abstraites, c'est-à-dire les lois. Édiction de règles abstraites, admises, de gré ou de force, par tous, et, en tout cas, s'imposant à tous par une violence dite légale, violence légale, à laquelle on a progressivement donné le nom d'État. Alors, il n'entre pas dans le cadre de notre propos d'aujourd'hui d'analyser les causes et les raisons qui ont provoqué cette révolution sociétale, ou d'évaluer la contingence de ces 10 millénaires qui ont fait l'histoire de l'homme civilisé, bien que cette démarche constituerait certainement le domaine d'étude anthropologique le plus essentiel pour la compréhension de nos grands problèmes actuels, mais nous conviendrons plutôt de tenir pour acquis cette situation, d'en prendre acte avec toutes les conséquences qu'elle a engendrées, qu'elle engendre et qu'elle engendrera sans doute, conséquences bonnes ou conséquences mauvaises. Plus encore, et afin de n'être pas taxé de dangereux passéistes, d'utopistes inquiétants ou même tout simplement d'hurluberlus dérangés, nous poserons comme hypothèse d'école que l'homme a bien fait de quitter son état de chasseur-pêcheur-cueilleur, que l'homme a eu raison d'entrer dans un monde de vie civilisé, dans un mode de vie civilisé, que l'homme qu'il lui a été profitable à l'homme de s'organiser en société, et qu'il est donc bien naturel qu'il ait de ce fait été amené à édicter des règles coercitives restreignant sa liberté individuelle, la liberté individuelle de chacun, pour le supposé bien commun de tous. Nous ne mettrons donc pas en doute ce postulat. La question qui nous occupe aujourd'hui, la seule, en vérité, c'est de savoir si cet État dont nous venons de parler, qui a reçu délégation de la multitude pour rédiger ces règles coercitives et les faire respecter par la force, si cet État, qui a revêtu des visages successifs et différents d'un lieu à l'autre de la planète Terre, si cet État, qui a subi des convulsions et des révolutions l'ayant amené aujourd'hui à une relative stabilité concrétisée par une similitude, une identité même, quelques iotes après,
de tous les corpus législatifs des différentes nations humaines. Si cet État unique, en quelque sorte, matérialisé partout, par l'omnipotence d'un groupe restreint d'individus sur tous les autres, si cet État, qui rédige lui-même les règles coercitives qu'il fait ensuite lui-même appliquer, eh bien si cet État, au final, il agit réellement dans l'intérêt de cette multitude qui lui a confié cette délégation exorbitante. Autrement dit, s'il agit bien dans ce qu'on nomme généralement l'intérêt général. Vaste question, me direz-vous, d'autant que la notion d'intérêt général n'est définie nulle part. Alors, le mieux, dans ce genre de situation, c'est bien entendu de prendre le problème posé par son commencement et par une chose précise et concrète. Et dans le cas de figure qui nous intéresse, la chose précise et concrète, c'est la Constitution. La Constitution. Et pour illustrer encore plus clairement notre propos, nous parlerons de la Constitution française. Sachant que notre analyse critique pourra ensuite être déclinée, pour l'essentiel en tout cas, sur toutes les autres constitutions existantes de par le monde.